小丸です。双子山の横へと。Ce qui se passe confronté à la cordillère, l'épaisseur de la couche de l'atmosphère se réduit, et à ce moment-là, donc c'est ici, à ce moment-là, par rapport à cela, une modification des vents, et cette modification des vents, je vais un petit peu, elle va provoquer des ondes qui se déclenchent immédiatement après le passage de la cordillère des Andes. Donc ça c'est voilà, ces ondes-là. Et ces ondes-là, elles-mêmes, se propagent en utilisant le mécanisme dont j'ai parlé avant, le fait que chaque fois qu'on a quelque chose qui va vers le nord, il va avoir tendance à revenir vers le sud ensuite, et que tout ça est contraint par cette conservation de la vorticité potentielle. Donc tout ça, ça a été les outils des météorologues pendant beaucoup d'années. Alors les masses d'eau vont aller là où c'est cohérent, c'est-à-dire là où le besoin de l'acidité petit vers l'équateur. Et c'est une des raisons qui nous fait dire que le Gulf Stream ne disparaîtra jamais complètement, parce que partie du Gulf Stream naît de ce processus-là. Il naît du fait qu'on a, à cause de la rotation de la Terre, la nécessité d'avoir un courant qui va du nord vers le sud, surtout en centre Atlantique, et puis un courant de retour qui longe le côté ouest de l'Atlantique. Donc c'est la rotation de la Terre. Il y a le mécanisme que je viens de voir, il y a cette équation qui permet de comment tout cela fonctionne. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à comprendre sur notre planète à partir d'équations relativement simples comme celle-là. Et aujourd'hui, quand on essaie de savoir ce que va devenir le climat futur, par rapport à des compréhensions de ce type-là, on guide beaucoup notre intuition sur les zones qui vont être vulnérables, sur les endroits où on aura les conséquences les plus fortes. Une équation qui permet de comprendre ce qui se passe et de prédire. J'ai envie de la renommer l'équation du tourbillon. Absolument, je pense qu'on l'appelle d'ailleurs entre nous souvent comme ça. Bien, merci Hervé, merci Hubert, on vous applaudit. On va prendre quelques questions du public. Je sais que le public a beaucoup de questions pour vous. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Pour continuer la question, monsieur, est-ce qu'on aurait une idée de l'inertie du lien entre... je vais poser ma question. Si on trouvait un moyen totalement miraculeux de prélever le CO2 qui entre... J'ai dit tout à l'heure que le CO2 restait une centaine d'années dans l'atmosphère. Il faut quelques centaines d'années pour revenir à... Oui, donc vous me demandiez, dans les années 70, j'enseignais aux États-Unis les atmosphères. Pas les atmosphères, pas celui de la Terre, mais ceux de Jupiter, de tout le système solaire. C'était le début de la campagne pour explorer l'espace, et la NASA se préparait à envoyer des sondes sur la Lune, des sondes sur différentes planètes. Et le problème, c'était, qu'est-ce qu'on va faire avec ces sondes? On va prendre beaucoup de données, big data, comme on dit aujourd'hui, puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec big data? Alors le problème se posait, et aux États-Unis, ils avaient décidé de faire des départements, c'est pas le Space Department, c'est-à-dire que c'est pas de l'astronomie des étoiles, c'est de l'astronomie qui est amenée par les satellites. Donc moi j'avais été avec d'autres personnes engagées à enseigner les théories des atmosphères, et on parlait de Jupiter, on parlait pas de la Terre parce que ça faisait pas partie du programme, mais quand même je me suis habitué à ces équations justement, et puis avec des amis on essayait de voir ce que ça donnait sur la Terre. Et puis c'est là qu'on a eu cette surprise, parce que tout le monde pensait que c'était rien du tout, que l'humanité ne serait jamais capable de réchauffer la planète. C'est énorme quand vous pensez qu'on est capable la planète d'acidifier les océans, on est d'une puissance fantastique, on n'avait pas réalisé ça. Donc en regardant un peu ce que ça donnait, eh bien on arrivait à des choses de ce genre, des choses problématiques. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai des petits-enfants qui ont dans les 10-20 ans, et que je me dis que dans 50 ans, moi je ne serai plus là, mais quelle planète ils vont trouver, quel va être l'état de la planète? Est-ce que la vie sera vivable à ce moment-là? Donc c'est une raison pour laquelle j'ai aussi essayé de m'impliquer autant que possible dans cette cause. Donc à la fois le fait que j'enseignais les atmosphères et qu'aujourd'hui, bien sûr, j'ai des petits-enfants, ce qui me motive encore plus pour essayer de trouver des solutions. Bon, il faut regarder l'état de la planète avant l'ère industrielle. Avant l'ère industrielle, il y avait une certaine quantité de gaz carbonique, 370 ou autre, et c'était constant. C'était constant, pourquoi? Parce qu'il y a des phénomènes physiques qui créent du gaz carbonique, il y a des phénomènes physiques qui absorbent le gaz carbonique. Et les deux étaient en équilibre. Alors parmi ceux qui créent du gaz carbonique, il y avait l'érosion des pierres, il y avait les volcans qui absorbent le gaz carbonique, c'est la vie planctonienne dans les océans. Et il s'est établi un équilibre. En gros, le nombre de volcans par siècle est à peu près constant. On s'était établi un équilibre dans lequel la source est égale au puits, c'est-à-dire à la perte. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ajoute du gaz carbonique, et on ajoute du gaz carbonique d'une quantité telle, comme l'a dit tout à l'heure monsieur, qu'on en a ajouté beaucoup plus qu'il y en avait auparavant. Le nombre, je me souviens, c'est 3 fois plus. 10 milliards, c'est à peu près ça, 10 milliards de tonnes par année, alors qu'il y en avait 3 milliards. Donc c'est un équilibre. Mais cet équilibre comprenait au départ et intégrait les volcans. C'est pour ça que les volcans, sur ce plan, pour cette discussion, ne sont pas importants. Ils sont exactement compensés par la perte, la diminution de gaz carbonique due à la végétation et à l'océan. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Je vais rajouter peut-être quelque chose de plus spécifique par rapport aux volcans
responsables, le volcan islandais qui avait bloqué les... C'est pas des volcans qui avaient agi fortement sur le climat de la planète. Quand on regarde un volcan comme celui-ci, ce sont des volcans qui ont amené de la poussière à une altitude moyenne, à l'atmosphère, peut-être 10 km, quelque chose comme ça au maximum, qui ont pas franchi d'ailleurs ce qu'on appelle la stratosphère, c'est la propos d'être dans la stratosphère, où là, les poussières peuvent rester quelques années et peuvent de ce point de vue-là agir sur le climat. Donc c'est le lot de la plupart des volcans, d'amener de la poussière qui va retomber au bout d'une semaine à peu près. Et on l'a bien vu parce que 10 jours plus tard, il n'y avait plus de problème, les avions redémarraient, et il n'y a pas de conséquences climatiques du tout liées à ces volcans-là. Donc les volcans qui agissent fortement, il y en a quelques-uns, mais on est dans les échelles de grandeur qui sont celles vraiment qu'on peut craindre du fait des gaz à effet de serre. Le Pinatubo, par exemple, est un volcan qui a un des plus puissants qu'il y a eu ces dernières années. Alors l'année exacte, je ne saurais plus la dire, mais c'était suffisamment pour que ça puisse être étudié par des satellites, qui a été reproduit par des modèles. On a eu pendant un an, un peu plus, à demi-degré de refroidissement. C'est très précieux, ça.待ってよ。こっちかい。中道古道入り口ってこっちだ。ついに通行止め。もうわからない。これはもしや峠かもしれない。C'est fou parce que les scènes du film de forage, de tension, en espérant que le tuyau ne va pas se coincer, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le bouquin. C'est des personnages qui sont fouillés, qui sont attachants, c'est une
pastis sont accompagnés par un ghost qui est, c'est bon, un souvenir, un fantôme, quelqu'un venu d'ailleurs, qui les accompagne et qui pleure. Et c'est juste un bouquin magnifique, il faut absolument le lire. Parce que ça va peut-être être un peu lourd, on termine sur une note rigolote, avec Un blanc de Mika Biermann. C'est encore une expédition polaire. Je vous assure dans la préface que tout est vrai. Dès le premier chapitre, il vous dit n'importe quoi. C'est un pastiche des récits d'expéditions polaires à la manière d'un recueil, des journaux de bord et des notes qu'on aurait trouvées, etc. Sauf que c'est une expédition scientifique avec des gros guillemets pour, entre autres, aller tirer une fusée de feu d'artifice géant sur le pôle sud pour marquer le passage à l'an 2000. Donc ça donne le ton. On suit trois personnages. Donc il y a le capitaine héroïque, il y a un second fourbe qui passe son temps à saboter l'expédition, un nain cuistot primatique, des pandas des neiges qu'on sait pas ce qu'ils font là. Il y a de la tension, de la paranoïa entre les personnages, une progression vers la folie, l'instinct de survie, des obsessions. C'est l'enfermement comme on l'a cette fois jamais vu, c'est grotesque, c'est drôle, c'est les Monty Python. Voilà, ça fait du bien. Je précise que donc ces 3 livres sont en vente, on se retrouve en bas à la sortie, et que j'ai aussi certains des livres de Hubert Reeves, mais pas tous, et parce que la bibliographie est conséquente, et pas beaucoup de nombre, donc jetez-vous-y. Merci à tous les trois, merci au Grand Action de nous avoir reçus, merci à IHP d'avoir organisé la séance. On se retrouve auprès d'un cocktail pour ceux qui ont choisi d'y aller. Et puis notez que la grande compagnie de cinéma Warner nous a retiré son autorisation initialement donnée de diffuser le film 2001 L'Odyssée de l'espace le mois prochain. Donc nous n'aurons pas Kubrick, et Kubrick est remplacé par Steven Spielberg avec Ready Player One, que vous pourrez donc découvrir dans un mois à la séance avec comme parrain Cédric Villani. こっちだ。双子山。あと20分だけ飲む。Une estimation de pi. Parce qu'elle fait une bonne distance. Voilà, je commence comme ça. On voit ton pi qui est là. Des chiffres, des symboles. On voit des chiffres, on voit des symboles. On vous a pas volé sur la marchandise. Donc ça, c'est une formule typiquement ramanujienne. Et donc, mais avant, on va commencer par le début. Donc, l'objectif de cette formule, il est très simple. C'est pour calculer pi. Alors ça, c'est un objectif de tous les mathématiciens en herbe. Moi, par exemple, j'ai commencé à 10 ans, j'avais entendu j'habitais à Marseille. Et donc cette formule, c'est une des meilleures formules qui permet d'estimer pi. Elle a été proposée par Ramanujan en 1914, ça fait passer une de ses premières publications. Et là encore, on montre, quand on lit sa publication, surtout quand lui, il la lit, vous explique en fait, c'est moins romantique que dans le film, c'est-à-dire que c'est pas un jour, il s'est pas levé, il a pas écrit ça comme ça, là. On peut expliquer pourquoi il y a ces nombres farfelus, pourquoi c'est une somme, etc., et pourquoi il y a pi de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est pas du tout quelque chose qui... voilà. On va en parler juste après. On va commencer par le début. Donc, qu'est-ce que c'est que pi? Le pi, c'est un nombre qui, tout le monde connaît, c'est 3,14. Le début, c'est un nombre qui est assez central en mathématiques. Dès qu'on a commencé à faire des mathématiques, c'est un nombre qui est apparu. En fait, c'est un nombre qui explique, qui est d'origine, qui est dessin géométrique, en fait. On parle de cercle, je crois. Voilà. Donc, pi, c'est un nombre qui est apparu dès qu'on a commencé à mesurer un cercle. Donc, vous dessinez un cercle. Donc, ça, c'est très grec, la commixtivité. Vous dessinez un cercle. Donc, pour faire un cercle, vous prenez une ficelle, vous plantez la ficelle à un clou et vous faites un tour, d'accord? Et la distance que vous allez utiliser, c'est ce qu'on appelle le rayon de ce cercle. Et alors, ce cercle a un périmètre, c'est-à-dire que la longueur autour de ce cercle, ça on apprend ça je pense en 3e, dans la réforme des programmes, maintenant on apprend ça en prépa, mais pour ceux qui sont un peu plus vieux, ils savent que donc le tour du cercle c'est 2 pi fois r. Donc il y a un nombre qui apparaît comme ça, donc le périmètre du cercle c'est 2 pi fois son rayon, ou alors pi fois le diamètre. Et donc en fait si on fait le rapport du périmètre d'un cercle, c'est-à-dire de la longueur du tour d'un cercle sur son diamètre, on trouve pi. D'accord? Donc ça c'est les Grecs avaient remarqué ça. Il y a un nombre bizarre. Alors vous avez aussi calculé que le rayon de ce cercle c'est pi fois le rayon au carré. Ça fait partie des formules que vous avez appris avec un bichon quand vous étiez en 3e. Vous me rappelez de cette prof de maths qui était grande comme ça, qui avait un chignon, une blouse blanche, un début de barbe un peu comme moi là. Pourtant c'était une dame. C'est votre prof de maths de 4e qui vous a marqué dans la vie. Et souvent on dit que ça cause d'elle que vous avez pas Jean d'arrêt de la bichon dans la salle. Ah merde. Donc au début pi c'est la géométrie et ça concerne des mesures sur le cercle. D'accord? On a appris ça, pi c'est la géométrie. Et puis donc il s'est passé beaucoup de siècles en fait et on a compris qu'en fait pi c'était pas que de la géométrie, c'est là que ça parlait de mathématiques. Les mathématiques comme je vous l'ai dit c'est de faire des ponts entre des domaines. Donc la géométrie vous imaginez ce que c'est, on fait des cercles, des droites, on regarde quand est-ce qu'elles se coupent, ça vous rappelle des souvenirs. Et donc vers le milieu, disons beaucoup plus tard, on s'est aperçu qu'en fait pi apparaissait quand on étudiait le cercle et quand on définissait, ça va apparaître je pense sur tu veux des polygones, c'est ça? Oui. Là oui, donc Archimède a commencé à estimer la valeur de pi en faisant des polygones. Donc vous voyez que dans un cercle vous pouvez tracer des polygones. Polygone c'est vous prenez un bâton et vous essayez de faire une figure fermée avec un bâton toujours de la même longueur. Alors dans le plan il y a une infinité, hein, le carré, le pentagone, l'hexagone, etc. Et vous décrivez là c'est par exemple c'est un polygone à 8 côtés, un octogone. Donc vous avez toujours un octogone inscrit et un octogone circonscrit. Et la différence entre les aires, c'est facile de calculer l'aire d'un octogone, c'est facile de calculer l'aire d'un polygone en général. Et donc Archimède calcule pi en utilisant des polygones, il arrive à des valeurs
assez intéressante. En fait, c'est ce qu'on il en prend un plus petit, un plus grand. Voilà, il prend le même polygone qui est à l'intérieur du cercle et qui est celui qui est à l'extérieur du cercle. Et en faisant la différence, en calculant l'air de ces deux-là, il arrive à encadrer pi. Les périmètres ou l'air, c'est pareil, si on prend r égale 1. Et donc il aboutit à ces estimations de pi. Donc vous voyez, déjà Archimède, il avait 2 chiffres après la virgule. C'est déjà pas mal à une époque où on n'a rien pour calculer. Hein. Il fait des calculs, il arrive à ça. Alors après, il se passe à peu près 15 siècles. Et on comprend qu'en faisant l'analyse en lower pi, donc là c'est Leibniz ou des gens comme Grégory, en utilisant les propriétés du cercle, en utilisant des angles, on peut utiliser la fonction cosinus, la fonction sinus, et on peut rapidement aboutir, quand le sinus est égal au cosinus, et le rapport des deux est égal à 1, la tangente des deux de l'angle est égale à 1, on arrive en inversant la formule à obtenir cette relation qui définit pi. Vous voyez que la pi apparaît non plus comme de la géométrie, mais plutôt comme de l'analyse, voire de l'algèbre. Les mathématiques, c'est qu'on peut démontrer ça, on n'a pas besoin de jusqu'à l'infini, c'est ça aussi la beauté des maths. Plein de gens qui pensent que oui, et là c'est approximatif, etc. C'est rigoureusement égal. Et on peut démontrer que c'est la même chose des deux côtés. Il suffit de prendre la tangente. D'accord? C'est pas très facile, mais bon, on y arrive. Et puis, donc finalement, donc là, on fait l'analyse, et finalement, Ramanujan arrive, donc là, on arrive à avoir des nombres, cette série qu'on dit converge vers pi, mais très doucement. Et on a 3, 14, 15, mais il faut calculer beaucoup pour avoir les chiffres suivants. Et donc, au début du XXe siècle, Ramanujan arrive, et là, il vous donne une formule qui tue, donc celle-là, d'accord, qui sort, donc c'est tout pour la plupart des gens, mais quand on regarde, on voit d'où elle sort. Donc cette formule vous donne, oui, c'est une formule, alors, K, le grand sigma, le grand signe grec là, ça veut dire qu'il faut faire la somme de tous les termes qui sont là pour K variant de 0 jusqu'à l'infini. Donc c'est pareil que tout à l'heure, il faut faire une somme infinie de termes. Donc vous prenez K et 0 là-dedans, alors ça fait factoriel 4, ça fait 1, donc vous avez 1 en bas, 1 puissance 4 en bas, en haut, donc le 26 390 fois 0 ça fait 0, et 396 dit puissance 4 fois 0 ça fait 1, donc en fait il vous reste 1103 fois 2 racines de 2 divisé par 9801, et ça vous donne carrément les 8 premiers chiffres de pi. Donc la première opération vous donne les 8 premiers chiffres. Et quand vous faites K égale 1, ça vous donne les 8 suivants. D'accord? K égale 2, ça vous donne encore 8. À chaque nouveau calcul, qui n'est pas très long en fait, un calcul que vous pouvez faire assez facilement, même à la main, ça vous prendra, ça vous prendra, je sais pas moi, si vous êtes un mauvais calculateur, ça vous prendra 1 heure. La différence entre vous et Ramanujan, c'est que Ramanujan, lui, voyait tous les termes les uns après les autres comme ça. C'est pour ça que quand on voit les termes comme ça, c'est plus facile de voir qu'il y a pi qui se cache derrière. Bon. Donc c'est une série qui vous donne tous les termes, les nombres qui se succèdent dans la série de pi là, dont on a montré qu'elle était infinie, elle n'était pas périodique, que pi c'est un nombre qui était transcendant, il avait des propriétés mathématiques tout à fait intéressantes. Et là, cette formule, c'est une des meilleures formules. Alors elle a été un peu améliorée assez récemment, hein, mais c'est une des meilleures formules qui vous donne la possibilité de calculer pi de façon très efficace. Et alors l'efficacité de cette formule est absolument incroyable. C'est très rare d'avoir une formule qui vous donne un nombre aussi compliqué de façon aussi rapide. Une machine à fabriquer pi, quoi. Exactement. Chaque fois que je fais un tour avec, que je remonte mon cas, hop, je gagne encore un tout petit bout de. Voilà, hop, à chaque fois. Donc avec votre téléphone portable, si vous avez une calculette, vous pouvez calculer 1 million de chiffres de pi en 1 heure, facilement avec cette formule. D'accord. Alors il y a des records, il y a tout un tas de qui vivent avec pi là, qui ne sont pas forcément des mathématiciens, et qui font des records de calcul de pi, de connaissance de pi par cœur. Vous avez même les taux, la famille des taux, la famille des pi. Parce que le pi intervient dans plein de formules en maths, mais il y a aussi 2 pi qui interviennent souvent. Et donc il y a des gens qui préfèrent 2 pi à pi. Et donc ils ont appelé 2 pi, en fait ils l'ont appelé taux, et comme 2 pi c'est plus grand que pi, ils disent que taux est plus grand que pi, et que donc taux est meilleur que pi, et donc il faut bannir pi des mathématiques, il faut utiliser taux, donc ils sont complètement cinglés en fait. C'est une secte, ça s'appelle la secte des taux, qui milite beaucoup sur internet pour qu'on supprime pi, et qu'on le remplace par taux égale 2 pi. Merci beaucoup, j'ai bien aimé ce voyage au pays des nombres, je pense qu'on saisit un peu mieux, ou un peu plus fastement en tout cas, ce que peut faire Ramanujan.
Ah.